Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la relation thérapeutique quantique. La relation thérapeutique quantique est une des techniques de l'almathérapie, une méthode que j'ai conçue pour réparer en une journée les conséquences de chocs émotionnels et de traumatismes importants. La relation qui se met en place entre un thérapeute et son patient dépasse de loin les simples échanges verbaux. On sait depuis longtemps, par exemple, qu'en dehors de la communication verbale, il existe une communication paraverbale qui repose sur le ton de la voix et une communication non verbale qui fait appel à la gestuelle. Les Américains disent que dans un discours, pour convaincre, le sens des mots compte pour 7%, l'intonation de la voix pour 38% et la physiologie et la gestuelle pour 55%. Mais dans le domaine de la thérapie, il faut aussi prendre en compte les relations d'empathie et de télépathie qui se mettent en place entre un thérapeute et son patient. Des découvertes récentes en neurosciences fournissent une explication physiologique à ces phénomènes. Dans la relation thérapeutique quantique, les échanges se font donc au niveau des mots, mais aussi des émotions et des pensées. Savez-vous pourquoi il est utile de proposer une boisson chaude à votre patient ? C'est pour tenir compte des résultats d'études de la cognition incarnée, un champ de recherche défriché dans les années 90 par des chercheurs comme Francisco Varela. Des expressions comme recevoir un accueil chaleureux ou être en froid avec quelqu'un semblent avoir leurs racines en effet au plus profond de notre chair. Vous devez évaluer quelqu'un à partir d'une brève description écrite. La description que vous en ferez sera plus aimable et amicale si vous faites l'évaluation en tenant une tasse de thé chaude que si vous faites l'évaluation en tenant une tasse de thé glacé. Inversement, vous rappelez-vous une situation où vous avez été exclu d'un groupe. Vous évaluerez la température de la pièce dans laquelle vous vous trouvez environ 5 degrés Celsius en dessous de la température que donneront des personnes qui se souviennent d'un moment où ils ont été acceptés socialement. Je dis bien 5 degrés en dessous. La gestuelle et la posture du thérapeute sont deux éléments très importants. Pourquoi ? À cause du phénomène d'empathie et de l'existence des neurones miroirs. De quoi s'agit-il ? Tirer la langue n'est pas un geste simple pour un bébé. Et pourtant, si vous tirez la langue devant lui, il est fort probable qu'il réussira à vous imiter spontanément. Un autre phénomène encore plus irrésistible, le bâillement. Voir quelqu'un bâiller déclenche presque automatiquement un bâillement chez l'observateur. Les neurones miroirs, découverts au milieu des années 90, fournissent une explication à ces phénomènes. Les neurones miroirs s'activent quand on fait un geste particulier, comme par exemple saisir une tasse pour boire. Mais certains neurones miroirs s'activent également quand nous sommes complètement immobiles, mais que nous voyons quelqu'un d'autre faire exactement le même geste, saisir une tasse pour boire dans notre exemple. Les premiers neurones miroirs ont été identifiés dans le cortex prémoteur. Le cortex prémoteur, situé directement en avant du cortex moteur, dans les lobes frontaux, recrute certains neurones qui vont faire se contracter des groupes de muscles de notre corps en vue de produire un mouvement. Il semble donc que lorsqu'un bébé voit ses parents tirer la langue, ces neurones miroirs correspondant à ce mouvement soient activés, ce qui constitue un effet d'amorçage suffisant pour que ces mêmes neurones soient activés plus facilement l'instant d'après. Cette résonance mentale automatique avec les autres nous aide à faire des prédictions rapides sur les besoins et les intentions d'autrui. Elle améliore donc la communication, un atout adaptatif important dans une espèce sociale comme la nôtre. D'autres neurones miroirs ont été identifiés dans des zones du cerveau impliquées dans la douleur. Ce ne sont pas toutes les régions du circuit de la douleur qui s'activent lors de la réponse empathique à la douleur d'autrui. Ce sont principalement les zones associées à la composante affective désagréable de la douleur, soit le cortex cingulaire antérieur et l'insula antérieure. Comprendre la douleur d'autrui nous permet souvent d'éviter des situations dangereuses sans les expérimenter personnellement. Partager la détresse des autres amène également une inhibition des comportements agressifs ou de gratification. Cela s'observe chez de nombreuses espèces de mammifères, dont le rat, qui va cesser d'appuyer sur un levier lui donnant de la nourriture s'il s'aperçoit que son action donne un choc électrique à un autre rat. Notre capacité à ressentir ce que ressent autrui est donc initiée par des mécanismes largement involontaires et non intentionnels.
Des réponses empathiques apparaissent très tôt durant le développement de l'enfant, qui semble littéralement pré-câblé pour entrer en relation avec sa mère. Cette résonance affective n'est pas seulement importante pour le lien d'attachement mère-enfant, elle permettra de créer des liens affectifs avec d'autres individus, favorisant l'entraide et la reproduction, et donc la survie de l'espèce. Mais que se passe-t-il lorsque notre profession nous amène à côtoyer la douleur des autres quotidiennement ? Est-ce qu'un médecin, par exemple, ressent en lui la détresse de tous ses patients lorsqu'il les voit tous les jours ? Si c'est le cas, il met sa propre santé en danger et il ne pourra pas prendre toutes les décisions éclairées que son travail exige. Des expériences ont montré que le personnel soignant peut réussir à tenir à distance le réflexe premier de l'empathie. Une étude d'imagerie cérébrale a comparé les réactions dans le cerveau d'un groupe d'acupuncteurs et de gens qui ne sont pas des professionnels de la santé. Chez le groupe des non-soignants, la simple vue des piqûres a effectivement activé plusieurs régions responsables du traitement de la douleur. Par contre, chez les acupuncteurs, on a observé une activation importante dans des régions cérébrales associées aux fonctions supérieures de régulation des émotions. Il existe donc des mécanismes de contrôle chez les experts de la santé qui permettent de faire taire les circuits de la douleur empathique. Mais il n'existe pas que des phénomènes d'empathie entre le patient et son thérapeute. Il existe aussi des phénomènes complexes de transfert et de télépathie. Freud lui-même croyait à la télépathie. Dans Rêve et occultisme, il écrit « On est amené à penser que ce fut là le mode primitif, archaïque de communication entre les êtres, et qu'il céda ensuite la place à la méthode par signes perceptibles à l'aide des organes sensoriels. Mais l'ancienne méthode peut continuer à subsister à l'arrière-plan et à se manifester en certaines circonstances. Il est important de bien connaître et de maîtriser les différentes composantes de la relation thérapeutique quantique qui peut se mettre en place entre un thérapeute et son patient. Certains appareils de médecine quantique ont été conçus ainsi pour favoriser les communications télépathiques. Mais attention, la télépathie va dans les deux sens. Des psychanalystes décrivent ainsi des cas de patients parlant ou rêvant de choses relatives à leur analyste et non à leur propre personne. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour vous expliquer d'autres techniques qui font partie de l'almathérapie.